déborder une coupe qui est déjà pleine, hein, parce que nécessairement il y a du stress, il y a de la colère, il y a tout un tas de choses qui bouillonnent. Et puis, ça permet de sortir de ce sentiment d'impuissance, en fait. Donc, il est vraiment urgent de se poser et de savoir où on en est en tant que personne, en tant qu'individu, et aussi dans notre parentalité. Donc, c'est vraiment pour moi la prise de conscience, enfin prendre conscience de toute cette globalité, en fait. Ça permet de prendre conscience de ce qui nous enchaîne et ça nous permet, une fois qu'on a pris conscience de nos liens, hein, de notre prison intérieure, de se détacher beaucoup plus facilement. Et c'est là le début, en fait, du changement. Et ça nous permet, à terme, d'aller vers sa complète autonomie. Comment arrêter définitivement les punitions? Comment en fait arrêter les agressions, les violences, disons ce mot, les violences qu'elles soient verbales, physiques, sur nos enfants? La plupart d'entre nous essayons, souhaitons de tout notre cœur être bienveillants et positifs envers nos enfants. Mais force est de constater que savoir n'est pas pouvoir. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va aborder le lien entre toutes les violences interpersonnelles, les violences relationnelles, qu'elles soient en lien avec nos enfants, dans notre couple ou au travail. Et j'ai le plaisir d'accueillir Reine qui va se présenter à vous pour aborder ce sujet à la fois délicat, mais tellement, tellement important. Bonjour Reine. Bonjour Nadège. Merci d'avoir accepté mon invitation. C'est moi qui te remercie. Est-ce que tu pourrais te présenter un petit peu à nos téléspectatrices, auteurs, hein, parce qu'il y a de plus en plus d'hommes qui nous regardent? Oui, bien sûr. Alors, je suis Reine, j'ai 45 ans, 46 cette année. 3 enfants, donc un de 16 ans, l'autre de 14 ans et puis une petite dernière de 5 ans. Voilà. Et aujourd'hui, j'accompagne les femmes qui ont connu des situations de violence, que ce soit dans leur enfance ou dans leur vie de femme, à retrouver cet équilibre, cette joie, cette sérénité, cette confiance qui finit par leur manquer à force d'être impactées. Et tu as un nom, le nom de ton site qui, moi, je trouve ça hyper inspirant. Tu pourrais nous partager Ah oui, alors j'ai une page, un site internet qui va arriver bientôt avec au nom de Reine Bijou, mais j'ai une page Facebook qui s'appelle Reine d'un jour, Reine pour toujours. Alors Reine pour les reines, reprendre les rênes. Voilà. Merci. Voilà la petite présentation de Reine, mais je pense que tu pourrais peut-être nous dire rapidement comment est-ce qu'on peut travailler avec toi aujourd'hui. Alors, pour les rendez-vous, tu veux dire? Oui, si une maman qui regarde cette vidéo, elle a envie de te contacter pour… comment est-ce qu'on peut faire? Alors, j'accueille les personnes que j'accompagne par téléphone ou via mon site bientôt. Et puis, sur Facebook aussi, puisque j'ai un groupe privé gratuit dans lequel je donne des tips, des informations, des astuces sur tout ce qui concerne la violence au sens large, la conscientisation, l'autonomie, la résilience, enfin voilà, tout ce genre de messages qui me semblent très importants, puisqu'on va en parler un petit peu plus tard, mais c'est vrai que quand on évolue dans un monde violent, hein, que ce soit la société, que ce soit dans notre famille ou dans notre vie de femme, cette violence, elle paraît normale et banale, et on perd le sens de ce qui est violent en fait, et on a un seuil d'acceptabilité qui est extrêmement élevé,
et ce qui impacte finalement nos enfants à la fin également. Merci. Donc, l'émission Parentalité ancestrale est divisée en 3 grands moments. Et là, on vient de faire ta présentation. Donc, merci déjà. Et puis, on arrive au deuxième moment qui est le moment vérité. Il s'agit en fait de choisir en 3 couleurs, chaque couleur ayant un sens différent. La couleur noire pour l'expérience, la couleur or pour les valeurs et la couleur verte pour le lien. Qu'est-ce que tu choisis comme couleur? Il faut que j'en choisisse qu'une alors. Ok, alors je vais choisir l'expérience, la couleur noire. Ok, mais quelle est ton expérience à toi par rapport à ce sujet délicat de la violence? Eh bien, alors comme j'ai commencé à l'aborder un petit peu avant, j'ai effectivement grandi dans une famille violente. Voilà. Donc, où il y avait de la violence, en tous les cas, de la violence verbale, de la violence psychologique. J'ai également subi des violences physiques dans mon enfance. Et à un moment donné, j'ai essayé de passer outre, de minimiser, de banaliser tout ce que j'avais vécu avec une résilience qui n'en était pas vraiment une. Et parce que en fait, cette résilience, elle était dans la lutte, dans le combat, et pas dans la construction en fait. Voilà, elle n'était pas écologique pour moi. Et en fait, à un moment donné, justement, par mon aîné, mon grand de 16 ans aujourd'hui, qui était en difficulté et il fallait que je lui trouve des solutions. Et c'est par cette petite porte, en fait, que j'ai découvert que, en fait, la solution, c'était moi. C'était à moi de me transformer, c'était à moi de transformer ma vision de ma parentalité si je voulais pouvoir aider mon enfant. Et donc, du coup, s'en est suivi tout un cheminement, en fait, qui m'a amené à travailler puis à me former sur ces notions de violence, sur les impacts que j'avais subis et comment est-ce que cette violence que je vivais à l'extérieur se transformait à l'intérieur de moi comme quelque chose d'hyper-violent qui ressurgissait malgré moi sur mes enfants. Voilà. Merci pour ton partage. C'est ce que j'appelle le syndrome de la pelote de laine. En fait, on tire et puis on se rend compte qu'il y a toute une spirale et ça n'arrête pas. Et c'est aussi en ça que nos enfants nous font terriblement grandir pour peu qu'on s'ouvre à cette voie-là. C'est exactement ça. Ce que je dis d'ailleurs à mon aîné, c'est que effectivement, voilà, je ne suis plus la même maman que j'ai été pour lui et pour ma dernière, puisque j'ai de l'écart. Absolument, merci. Le troisième moment de cette émission, le moment tant attendu par tous et toutes, c'est donc la vision de l'invité. Et on arrive au cœur du sujet d'aujourd'hui, qui est donc la violence. Sous quel angle as-tu envie d'aborder ce sujet qui est à la fois complexe et puis on sent dans ton mouvement que ça, en fait, tout est lié, c'est ça? Tout est complètement lié, en fait. Moi, comment est-ce que je voudrais aborder, c'est en fait, moi, je me souviens du moment où j'ai attendu mon premier enfant, puisque c'était un enfant qui a été désiré. Et quand on le désire, cet enfant, eh bien, on s'imagine tout un tas de scénarios. Et évidemment, ce qu'on veut pour cet enfant, c'est son bonheur, son épanouissement. Et donc on est pleine d'espoir et pleine de promesses pour l'amener vers cet épanouissement. Et la réalité est bien différente, puisque voilà, il y a des attitudes, des comportements qui sont issus de notre histoire, de nos peurs, de nos blessures, et finalement, à mon grand désespoir, puisque c'était pas ce que je souhaitais pour mes enfants, à mon grand désespoir, en fait, j'ai usé aussi de cette violence vis-à-vis d'eux. Les fessées, les cris, les paroles blessantes, les chantages,
tout ça, tout ce qui est des violences éducatives ordinaires. Et en fait, ma première prise de conscience, c'était de me dire, ok, finalement, cette violence que j'inflige à mes enfants, eh ben, je me l'inflige aussi parce que je la subis autant que je la donne, parce que voilà, la culpabilité, l'impuissance, tout ça, c'est des choses, des sentiments qui sont très forts et qui en fait nous empêchent de nous rapprocher de l'essentiel. Et donc de l'amour qu'on a envie de transmettre et non pas de détruire en réalité. Wow. Et donc du coup, avec cette première prise de conscience, en fait, il y a eu vraiment quelque chose qui s'en est suivi, c'est comment est-ce que je peux changer ça? Comment moi, en tant que mère, je pouvais modifier ce qui ne me convenait pas dans ma façon d'élever mon enfant. Et que voilà, et en fait il y a de la responsabilité dans ce cheminement en fait. Donc pas de la culpabilité, hein, c'est complètement différent. Tout à fait. Qu'on sème des graines évidemment, mais que la personne intègre vraiment ce qu'on est en train de partager, surtout ce que tu partages là, qui est hyper important et précieux. Donc là, tu partages une première prise de conscience et puis là, tu parles de responsabilité. Donc, une fois qu'on s'est rendu compte, OK, je suis dans la violence physique, verbale, psychologique envers mes enfants et je ne veux pas en fait. En faisant ça, je détruis notre relation, je m'éloigne de la maman que j'ai envie d'être. Et très souvent, c'est là que beaucoup de mamans, elles sont dans la culpabilisation, dans la culpabilité. Elles disent, j'y peux rien, c'est plus fort que moi. Et puis, c'est comme ça, tant pis. Et là, tu fais quoi pour sortir de la culpabilité, de passer par la responsabilité? C'est ça. C'est ça. Mais je vais dire un peu plus tard, un peu les étapes par lesquelles je suis passée, mais des étapes qui me semblent fondamentales pour y arriver, effectivement. Mais en fait, ce que je voulais d'abord aborder, c'est cette idée que justement, on n'est pas coupable en tant que parent parce que cette violence, elle est présente à tous les étages. Elle est présente dans notre société, hein, puisqu'on est un peu formaté avec des phrases toutes faites, hein, les petits-enfants, petits problèmes, les grands-enfants, grands problèmes. Une fessée, ça ne tue pas. Hein, et évidemment, ça ne nous a pas tués. Hein, on n'est pas mort de recevoir la fessée. Comme si qu'il était normal en fait, de vivre sa parentalité comme une espèce de lutte en fait avec son enfant, mais pas voilà, et que cette lutte elle doit passer par des directives, des fessées, parce que il faut mettre la fessée puisqu'on l'entend bien dans notre entourage aussi que tu le laisses trop faire, etc., etc. Et en fait, à chaque fois, on se remet donc à l'extérieur et on s'éloigne de notre responsabilité. Après, pour moi, on n'est pas non plus coupable de cette violence qui ressurgit sur nos enfants parce que bien souvent, et ça a été mon cas, il y a cette banalisation et cette minimisation qui est, je dirais presque ancestrale, hein, puisque c'est de génération en génération. Il y a toujours pire, donc ce qu'on vit c'est moins pire, donc on ne doit pas, on n'a pas le droit de ressentir cette violence en tant qu'enfant, et donc on la garde en... Tout à fait, ce serait une trahison envers justement nos aînés si on... En fait, le fait de dire oui, ça a été de la violence, j'ai subi de la violence, mes parents étaient violents, mes grands-parents ont été violents envers mes parents, c'est vraiment une énorme trahison envers sa famille et sa lignée en fait. Oui, et puis il y a cette minimisation en fait familiale qui se met en place parce que on va se plaindre de cette violence verbale ou physique et puis on va nous dire mais non, mais attends, ça va, de mon temps, c'était comme si, c'était comme ça. Donc du coup, on n'a pas le droit de vivre cette violence-là et
et on finit par la croire complètement normale. Et on commence à peine à repérer et à parler, hein, des personnes comme toi et d'autres commencent à peine à évoquer toutes les conséquences psychologiques, tous les impacts psychologiques qu'il y a sur les enfants et donc sur les adultes de demain. C'est ça qu'il faut garder en tête, c'est que nos enfants d'aujourd'hui sont des adultes de demain et ces violences-là sont impactantes pour eux. Et c'est comme, voilà, on sait aujourd'hui qu'il ne faut pas laisser pleurer un nouveau-né. Moi, c'est quelque chose que l'on m'a conseillé il y a 16 ans. Voilà. Et je sais que cela a changé, enfin, a impacté mon enfant, voilà, dans son besoin de sécurité qu'il avait à ce moment-là. Et puis, donc, on n'est pas coupable non plus, hein, en tant que parent de cette violence qui peut ressurgir dans notre façon d'élever nos enfants. Puisque il y a aussi parfois pour certaines d'entre nous de la violence conjugale aussi, donc autant physique que psychologique, hein, à partir du moment où il y a des nœuds, et tout ça va générer du stress, de la frustration, de la colère. Et cette colère-là et cette frustration-là, elle va modifier notre capacité à réagir face à nos enfants, hein, qui vont, voilà, on va pas pouvoir se dire ah bah ok, c'est pas un caprice, mais il a besoin de ceci ou cela, parce qu'on est nous-mêmes sous l'eau. Voilà. Et donc, toute cette violence sociétale, familiale, historique, transgénérationnelle, conjugale, ça peut être au travail aussi, hein, quand on subit de la violence, du harcèlement au travail, forcément, ça impacte notre vie de maman et de parents. Ben, toute cette violence extérieure, comme je disais tout à l'heure, eh bien, ça fait comme une bombe à l'intérieur de nous qui devient super, super violent aussi et nécessairement d'une manière automatique, on va dire, ça va ressurgir sur notre parentalité. Absolument. Et pourquoi? Parce que en fait, c'est que toutes ces violences extérieures, elles vont modifier notre personnalité, elles vont modifier notre neurobiochimie interne. Alors, pourquoi je parle de neurobiochimie? Ça a été une de mes plus grandes découvertes dans mes formations. Et quand j'ai eu ces informations-là, en fait, ça m'a permis de vraiment déculpabiliser de tout ce que je n'arrivais pas, parce que j'ai appris à avoir ces clés, ces magnifiques clés pour justement transformer tout ce qui pouvait l'être. Et voilà. Et donc, au niveau de sa neurobiochimie, en fait, à force d'être impacté, et lorsqu'on a été impacté durant notre enfance, hein, par toutes ces violences, quand en plus on est impacté dans notre vie de femme, hein, dans notre vie de couple par des violences physiques, verbales ou psychologiques, en fait, à chaque fois, c'est comme si voilà, on avait une planche toute vierge à la naissance, une planche en bois, et puis à chaque fois on plante le clou. Et chaque impact, c'est un clou. Et à un moment donné, ce clou, il rouille, ce clou, il pourrit. Et en fait, le bois, il finit par perdre de sa noblesse. Et c'est un peu ça, en fait, les impacts des violences, c'est que petit impact, grand impact, petit impact, grand impact, au fur et à mesure, on perd de sa splendeur. On n'a plus confiance en ses ressources, on perd de sa solidité, on devient stressé, on devient angoissé, on devient anxieuse, on devient dépressif. Et tout ça, forcément, si notre bois il est pourri, on ne peut pas donner le meilleur à nos enfants. J'aime bien rappeler tout le temps qu'on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Donc, exactement. Comme toi, la première chose à faire quand nos enfants vont mal, quand nous prenons conscience qu'ils ont des particularités, des difficultés et que nous-mêmes, nous avons éventuellement des difficultés à les accueillir tels qu'ils sont,
le premier pas, c'est de travailler sur soi. Et là, tu donnes pas mal de clés de compréhension de ce qui se passe, notamment avec la neurobiochimie. Donc, merci. Et voilà. Et donc, du coup, ce que je voulais rajouter par rapport à ça, c'est que quand on a grandi, qu'on a vécu et qu'on a vu, qu'on a perçu toute cette violence comme étant normale et acceptable, eh bien, ça devient extrêmement compliqué d'identifier les violences dans son environnement même et les violences qu'on inflige parce que c'est normal. Hein. Voilà, c'est comme ça qu'on le perçoit. Voilà, la fessée, ce n'est pas grave. Et puis, on ne n'identifie pas non plus tous les impacts inconscients. C'est comme si, tout à l'heure, j'ai pris la métaphore de la planche avec des impacts de clous hein, qu'il faut enlever au fur et à mesure des impacts de nos expériences. Mais c'est comme si qu'on avait un virus dans notre ordinateur. On sait que c'est pas bien. Voilà, on sait qu'on ne doit pas crier, on sait qu'on ne doit pas taper son enfant. C'est pas ce qu'on veut nous en tant que maman, parce que tout ce qu'on veut, c'est voilà, son bonheur, son épanouissement. Et pourtant, on n'y arrive pas. Voilà, il y a un déclencheur. On ne sait pas d'où ça vient, on ne sait pas d'où ça sort. Ce déclencheur, on se dit ah mais non, mais la prochaine fois je sais que ça me déclenche le cri, ça me déclenche la fessée, ça me déclenche de l'énervement, ça me déclenche des paroles blessantes. Mais la prochaine fois, le même déclencheur, le même mot, la même attitude, le même comportement de notre enfant, eh ben il va venir ouvrir grande la porte de toute notre colère intérieure, de toute notre frustration, et on va se mettre à crier, on va se mettre à taper, on va se mettre voilà. Et c'est vraiment ça le travail, c'est venir dégommer tous ces programmes intérieurs. Tous ces programmes intérieurs, dégommer, reprogrammer en fait autre chose. Et comme tu le disais tout à l'heure, savoir n'est pas pouvoir. C'est pas parce qu'on sait qu'on ne doit pas crier, qu'on ne doit pas dire telle ou telle parole, qu'on est capable de le faire. En fait, il y a vraiment quelque chose de plus profond. Et la clé, tu l'as dit aussi, mais de toute façon, enfin voilà, je suis ton travail et je sais, voilà, on est OK sur quelque chose. C'est la clé, c'est soi. Soi, et j'aime bien utiliser pour mes mots des anagrammes. Et soi, pour moi, c'est la source originelle intérieure. Tu vois. Et c'est vraiment urgent de se reconnecter à soi pour répondre à son besoin de sens dans sa parentalité. Merci. Je suis émerveillée par ton partage. Merci beaucoup. C'est hyper précieux tout ce que tu nous partages. Tu vas nous partager donc des clés. Comment est-ce qu'on fait avec tout ce que tu nous dis? Donc, imaginons qu'il y a une des personnes qui nous regarde se dit « Ah ouais, c'est vrai que j'use de violence physique, peut-être verbale, psychologique envers mes enfants et que j'ai envie d'arrêter. Je me suis déjà promis X fois que je ne veux plus compenser, je ne veux plus, mais je sais mes déclencheurs, mais je ne peux pas m'en empêcher. » Qu'est-ce qu'on fait maintenant? En fait, pour moi, sur la reconnexion à soi, il y a 3 grandes étapes. La première, c'est prendre conscience. Conscientiser. Et pour ça, ce que j'utilise beaucoup, c'est travailler sur son histoire. C'est pas d'aller chercher ce qui fait mal, c'est justement de balayer son histoire et de se dire bon ok, qu'est-ce qui dans mon histoire implique que j'ai telle ou telle réaction aujourd'hui. Et c'est pour moi une étape fondamentale. C'est une étape fondamentale pour pouvoir évacuer justement cette fatalité dont tu parlais tout à l'heure. C'est-à-dire que on peut parfois se dire ah oui non mais bon c'est pas de ma faute. Et puis il y a surtout quelque chose qui est fondamental aussi, c'est de faire perdurer par son absence de conscience en fait non, c'est pas moi. Moi, ce que je fais, c'est OK. Tout ça, c'est du déni. C'est de se dire, ouais, j'ai mis une fessée, mais bon, c'est pas grave. Voilà, c'est des. Tout simplement aussi, il y a le fait, comme je disais tout à l'heure, c'est hyper important cette phrase-là des loyautés familiales, de se dire si moi,
mais dans mon enfance, j'ai eu des fessées tous les jours et que moi, je n'en mets qu'une fois de temps en temps à mes enfants, je me dis, ça suffit quoi, c'est pas si grave puisque je fais beaucoup moins que ce que j'ai reçu, donc c'est pas grave. C'est tout à fait, c'est aussi grave. Et c'est C'est important. ça. Autant on peut faire preuve de bienveillance envers soi-même en disant, OK, je suis sur le chemin, je fais encore des erreurs, mais il faut vraiment rester lucide par rapport à soi et ne pas être dans le déni, comme tu dis, parce qu'il y a une différence entre, OK, je fais des fessées, mais vraiment, je vais chercher des solutions pour ne plus recommencer. Voilà. C'est ça. Il y a ce déni-là, mais en fait, ce déni-là, pour moi, il provient du déni de notre histoire aussi. Et ben, on ne peut pas le reconnaître à notre enfant. Et on en revient toujours à ce que tu disais tout à l'heure. On peut pas reconnaître qu'on est violent effectivement avec son enfant, hein, si on ne reconnaît pas qu'on a expérimenté cette violence ou qu'on l'expérimente encore. C'est un peu ça. Voilà. Et donc, sortir de cette fatalité du déni, c'est aussi pour sortir de cette frustration qu'on peut vivre à l'intérieur de nous, hein, de ne pas y arriver, qui va faire déborder une coupe qui est déjà pleine, hein, parce que nécessairement, il y a du stress, il y a de la colère, il y a tout un tas de choses qui bouillonnent. Et puis, ça permet de sortir de ce sentiment d'impuissance, en fait. Donc, il est vraiment urgent de se poser et de savoir où on en est en tant que personne, en tant qu'individu et aussi dans notre parentalité. Donc, c'est vraiment pour moi la prise de conscience, enfin prendre conscience de toute cette globalité en fait. Ça permet de prendre conscience de ce qui nous enchaîne et ça nous permet, une fois qu'on a pris conscience de nos liens, hein, de notre prison intérieure, de se détacher beaucoup plus facilement. Et c'est là le début en fait du changement et ça nous permet à terme d'aller vers sa complète autonomie. Waouh, quel programme! Et donc, c'est en fait, c'est le programme qu'on peut suivre avec toi dans ton accompagnement, c'est ça? Oui, en fait, donc ça, c'est la première étape, c'est vraiment la prise de conscience. Et ensuite, la deuxième étape, ça va être vraiment d'être son propre éclaireur. C'est pas parce qu'on s'est trompé, voilà, que ça veut dire qu'on n'est pas en capacité d'accéder au changement. Et ça, c'est vraiment, voilà, c'est pas parce qu'on a pris des voies détournées dans notre vie, hein, que ce soit avec nos enfants ou quel que soit le domaine dans lequel on s'est perdu, mais en tous les cas, c'est pas parce qu'on s'est perdu dans notre vision de notre parentalité que ça veut dire qu'on ne peut pas changer les choses. Surtout que en neurosciences, en fait, je parlais tout à l'heure de neurobiochimie, c'est que on peut modifier 85% de notre personnalité, enfin de notre génétique, en fait. C'est-à-dire qu'il n'y a que 15% qui est vraiment génétique, qui est issu de nos parents, sur lesquels on ne peut pas bouger, mais 85%, les 85 autres pourcents sont complètement, on a complètement notre puissance, notre pouvoir dessus. Et notre personnalité à un instant T qui peut être dans le stress, dans la colère, dans la frustration, et tout ça, on peut le travailler. Et donc c'est vraiment cette deuxième étape consiste vraiment à permettre donc aux personnes qui suivent mon accompagnement de pouvoir avancer d'un pas assuré parce on a tous cette capacité intérieure pour agir et pour faire de meilleurs choix. C'est porteur d'espoir ce que tu nous partages là. Oui, je te le dis, c'est vraiment où j'ai eu ces informations en termes de neurosciences, en termes de neurobiochimie, etc., je me suis dit non, mais en fait, c'est là-dessus qu'il faut que j'agisse. Et donc, effectivement, j'agis également en psychoneuronutrition pour nourrir correctement son cerveau pour lui permettre de mettre en œuvre les changements qu'on a envie de voir dans sa vie. C'est un cadeau à se faire quand on prend conscience qu'on est bloqué dans des schémas inconscients et qu'on se sent bloqué tout simplement. Donc, merci de nous partager ça.
Et donc cette deuxième étape, ouais, c'est ce que j'appelle donc la résilience écologique, c'est d'aller vers sa résilience écologique et non plus dans une résilience d'acceptation de lutte, hein, parce que et bien évidemment, quand on a connu de la violence, on se met une carapace, on est dans le contrôle, on est directive, enfin voilà, et c'est ce qui engendre cette violence qu'on peut vivre avec nos enfants aussi. Tandis que la résilience écologique, c'est voilà, c'est vraiment d'accepter son histoire et de la transformer et de véritablement construire sa force. C'est-à-dire plus en se victimisant de son expérience du passé, hein, de ce qu'on a subi dans nos vies, dans notre enfance, dans notre vie d'adulte, mais vraiment toujours travailler cette responsabilité et surtout arrêter de remettre son pouvoir à l'extérieur en fait. Vraiment reprendre son pouvoir intérieur et ne plus chercher cette validation d'une mère qui va dire il faut laisser pleurer son enfant, cette validation du conjoint pour l'éducation, enfin comment est-ce qu'on voit l'éducation de l'enfant. C'est vraiment reprendre tout son pouvoir et s'écouter. Et est-ce que c'est juste pour moi de continuer à faire ceci ou cela avec mon enfant? C'est le résultat. Pour reprendre les rênes de sa vie, oui, parce qu'une fois qu'on a vraiment travaillé sur son histoire, donc qu'on a conscientisé les choses, qu'on a travaillé sur cette résilience, du coup, il reste plus qu'à parfaire son autonomie en fait intérieure, et il reste plus qu'à ancrer donc de nouvelles habitudes par le corps, hein, parce que encore une fois, savoir n'est pas pouvoir. Donc, c'est vraiment aussi, ça se passe vraiment à l'intérieur de soi, dans nos cellules. Hein, donc, il y a beaucoup de choses à débloquer. Et ce que j'aimerais dire, c'est qu'une fois qu'on en est là, en fait, on peut suivre sa lumière pour garder son cap et on n'est plus perturbé par ce que nous renvoie la société, ce que nous renvoie le conjoint, ce que nous renvoie nos parents, notre mère, la tati, enfin, peu importe, parce que on sait qu'on est dans le juste, qu'on est aligné et que ce qu'on met en place pour nos enfants à partir de ce moment-là, eh bien, on le fait non pas parce qu'on a vécu une frustration, une colère, parce que tout ça, on l'a déjà évacué, mais on le fait parce que oui, c'est comme ça que je pose mon cadre, mes limites, mais toujours dans l'amour et dans l'amour inconditionnel qu'on a pour soi et pour ses enfants, du coup. Et c'est comme ça qu'on est à même d'en faire, plus à même d'en faire des adultes épanouis. Voilà. Merci beaucoup, Reine. Donc, pour résumer tout ce que tu viens de nous partager, donc pour passer en fait d'une maman qui éventuellement a subi ou fait subir et ou, parce qu'en général c'est lié, de la violence à la maman qu'on a envie d'être, parce qu'en général c'est des personnes qui ont envie d'arrêter ça, d'incarner autre chose. Donc on a dit donc qu'il s'agit simplement de travailler sur soi, de revenir à soi et de passer par ces 3 étapes de connaissance de soi et puis d'aller vers la responsabilisation de sa vie, de reprendre les rênes de sa vie. Est-ce que tu as autre chose à ajouter par rapport à cette vision que tu as des violences en général et de la violence de la parentalité en particulier? En fait, ce que je voudrais dire, c'est vraiment insister sur le fait que quand on se rend compte qu'on a des attitudes et des comportements violents, ce n'est pas, on n'est pas coupable de cela. Par contre, on est responsable de son changement. Et on n'est pas coupable parce que c'est complexe et que ça provient de tout un tas d'événements extérieurs et d'expériences extérieures qui viennent
conforter cette violence-là. Par contre, on est complètement responsable de la maman, du parent qu'on a envie d'être demain. Et oui, cette reconnexion à soi, quand on se sent perdu dans notre parentalité, elle est primordiale parce que c'est comme ça qu'on va retrouver sa sagesse intérieure, qu'on va retrouver sa vérité, qu'on va retrouver sa bonté, sa beauté. C'est comme ça aussi qu'on va retrouver sa justesse et donc sa justice. Et donc, à la fin du fin, le plus beau, c'est vraiment de se reconnecter à cet amour inconditionnel qui doit nous animer chaque jour, en fait, dans toutes les actions et dans toutes les choses qu'on met en place. Se rappeler que on n'est pas devenu ce parent qu'on ne veut pas être pour rien. Merci beaucoup pour c'est vraiment porteur d'espoir, tout ce que tu nous partages, à la fois de compréhension, mais en même temps de c'est possible, une ouverture vers c'est possible, et vous pouvez y arriver aussi. Et moi, voilà, ça me fait toujours chaud au cœur d'entendre ce genre de message. Merci beaucoup pour ces partages vraiment inspirants. Moi, ça m'a fait chaud au cœur parce que tout ce que tu nous as dit était à la fois instructif, constructif, mais surtout porteur d'un espoir avec une ouverture vers le merveilleux. Et moi, ça me fait toujours chaud au cœur de recevoir ce genre de message. Nous arrivons à la fin de cette émission et je voudrais te demander, est-ce que tu as un mot de la fin, quelque chose que tu pourrais nous partager encore avant qu'on se quitte? Ouais, il y a quelque chose qui me vient, c'est que, je ne sais pas si j'ai été très claire tout à l'heure, mais c'est mon aîné, en fait, c'est son mal-être qui m'a amenée à essayer de trouver des solutions pour lui. Et là encore, je m'en remettais à l'extérieur parce que c'était le psy ou l'énergéticien qui devait trouver pourquoi est-ce que mon enfant n'allait pas bien. Alors que voilà, et le premier cadeau que j'ai eu en faisant cette recherche-là, ça a été qu'on me dise, en me regardant droit dans les yeux, ton fils, oui, on peut l'aider, je peux l'aider. Par contre, maman, elle a besoin d'aide aussi. Et ça a été vraiment le premier vrai cadeau parce que c'est à partir de là que j'ai appris à conscientiser les choses et je me suis jamais arrêtée depuis. C'est vrai que ouais, cette reconnexion à soi, elle ouvre des perspectives qui sont fabuleuses après, puisque finalement, le point de départ de mon enfant, c'est devenu un cadeau pour moi, et ce cadeau, maintenant, je peux l'offrir à mes enfants, mais je peux aussi l'offrir au monde, donc à vous, en faisant ma part du colibri. Voilà ce que ça me résonne sur le mot de la fin. Merci beaucoup pour ce partage. Et en plus, tu vois, tu laisses encore une ouverture avec ta part du colibri que tu fais. Moi, ça me touche beaucoup parce que c'est tout le sens, justement, de ces interviews dans Parentalité Ancestrale. Encore une fois, merci, Reine. Et, merci à toi. C'était super cet échange. J'espère que vous aussi, dans l'émission, ça vous a plu. N'oubliez pas, abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à liker, commenter, partager, abonne-toi, active la cloche de notification et si tu as envie de passer de maman réactive, qui n'est pas satisfaite de sa vie de femme et de maman actuellement, à maman souveraine, celle qui prend soin, une maman consciente, présente, bienveillante, dans la barre de description de cette vidéo, découvre la pause sacrée de maman. Ça pourrait bien changer ta vie.